Alors ici, vidéo du type un petit peu plus particulier que les autres, dans le sens où c'est moins scripté et c'est donc les vidéos que je fais pour, enfin du moins c'est les vidéos, c'est des cours que je fais pour mes élèves en live. Donc forcément, j'aurai pas la même qualité ou même style de vidéo qu'on a eu jusqu'à présent. En tout cas, c'est des cours que je fais sur le déploiement pour mes élèves et c'est juste pour leur parler un petit peu des bonnes pratiques de tout ça. Donc je pense que ça peut vous intéresser si jamais vous en avez peu fait en cours. Donc voilà, j'espère que ça ira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça va pas trop ce format-là un peu improvisé juste pour cette vidéo Udemy. Et au pire, je ferai une vidéo spéciale pour Udemy. Donc déjà, le déploiement, c'est quoi? Est-ce que vous savez? Bon, entre truc, je pose ma question aux élèves et je laisse répondre. Là, vous, d'un coup, c'est moins interactif. Au pire, je vais te mettre sur pause et tenter de répondre de votre côté, mais on va quand même enchaîner. Donc, le déploiement, c'est quoi? C'est toujours que déployer une application ou un site web, ça signifie appliquer un procédé permettant d'installer ou de mettre à jour le site web sur un environnement donné. En gros, cela concerne tout ce qui est de la mise en ligne et de la mise en production. Concrètement, à partir du moment où j'ai mis en ligne mon application sur un serveur web et que je peux la mettre à jour, j'ai donc réussi mon déploiement. Maintenant, comme vous savez, il y a le mauvais déployeur et le bon déployeur. Le mauvais déployeur, il fait ça à l'ancienne, en FTP. Donc on utilise le protocole FTP pour File Transfer Protocol. C'est un protocole permettant simplement de se connecter à l'autre machine, un serveur. En gros, un PC A va se connecter à un PC B. D'accord? Et dessus, je peux creuser des fichiers et des dossiers sur cette dernière. Donc si, mettons, vous et moi, on a deux PC, j'ai le mien et vous avez le vôtre, et que vous voulez me donner accès à un de vos dossiers, on va créer un protocole FTP, et je peux avoir accès à un de vos dossiers sur votre ordinateur, et tout ce que je peux faire, c'est coller des fichiers, en créer, en modifier, en supprimer et en voir. D'accord? Donc, avec ce protocole, on peut envoyer nos fichiers locaux vers le serveur distant, on peut créer ou modifier un fichier, et on peut créer ou supprimer des fichiers et des dossiers sur le serveur distant aussi. Le logiciel phare qui s'appelle FileZilla, c'est un logiciel qui est open source, très connu, il marche très bien pour faire du FTP. Comment ça marche tout bêtement? On va créer donc des connexions. Donc à droite, vous avez vu qu'il y a un petit onglet. Il nous faut l'hôte, donc l'adresse du serveur, il nous faut le port. On va dire qu'on veut faire un protocole FTP. On a différentes chiffrements. On peut faire du SFTP. Il y a différentes petites variantes. En tout cas, le serveur nous fournit des accès FTP. On a aussi un identifiant et un mot de passe. Et puis j'appuie sur connecter et c'est bon, je suis connecté à mon serveur. Donc là, par exemple, à gauche, vous voyez que application, librairie, système, user, volume, ça c'est ma machine locale. Et à droite, c'est le serveur distant. Là, par exemple, c'est un WordPress. Bon, et bien à partir de là, je peux prendre mes fichiers à gauche et les glisser-déposer à droite. Ou je peux directement à droite faire clic droit nouveau dossier ou clic droit renommer fichier, etc., etc. Donc tout bêtement, j'ai vraiment accès à la machine distante et je peux creuser les fichiers. C'est aussi bête que ça, du FTP. Donc c'est simple et c'est basique. Ainsi, grâce à ça, on peut mettre en ligne notre site web parce que dans ce cas-là, on peut envoyer tous nos fichiers sur le serveur. Si on a une nouvelle version à mettre en ligne, on prend notre code local, on re-upload tout en ligne, et puis techniquement, on a bel et bien fait un déploiement, vous ne pensez pas? À partir du moment où j'ai réussi à mettre des fichiers sur un serveur en ligne, et plus tard à les écraser, ça s'appelle du déploiement. Donc c'est simple et c'est basique. Mais c'est très limité. Ça marche, d'accord, mais c'est très limité. À votre avis, pourquoi? Alors là, pareil, c'est le moment où je parle un peu avec mes élèves. Essayez-vous un petit peu de réfléchir, peut-être vous pourriez vite faire un papier et un stylo, et dites-vous pourquoi c'est limité, c'est intéressant aussi. Vous savez, c'est intéressant de faire, enfin, de faire semblant, non, mais de chercher à répondre à une question, comme ça, quand vous avez la réponse, vous comprenez beaucoup mieux. Ok, en tout cas, voici la réponse, pourquoi c'est limité, entre autres. Parce que, ainsi, on est obligé d'envoyer aussi les dépendances. Par exemple, le fichier vendor qui est utilisé avec Composer, ou le fichier non-module, ce qui est lourd. Et c'est très, 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 très lourd. Souvent, on a plus de code dans notre vendor et notre module que le code qu'on a fait nous-mêmes. Si à chaque fois, on doit tout renvoyer, ça peut être très, très lourd. Et en plus, selon la connexion Internet locale, ça peut être long. Donc, on dépend d'une bonne connexion. Si je suis dans des bureaux avec la fibre, tout va bien. Si je suis comme un freelance qui se respecte, c'est-à-dire au bord de la plage en buvant des jus de coco, c'est un petit peu compliqué là de faire du déploiement parce que j'ai parfois une bonne connexion au bord de la plage. Bon bref, blague à part. Si on veut revenir à l'ancienne version, comment on fait? Si mettons qu'on a mis en ligne une nouvelle version sur le FTP, on a tout écrasé
Et d'un coup, le client nous dit ah mais non, mince, il y a un problème, il faut venir en arrière. Comment on fait? Alors, il faudrait de nouveau tout supprimer et re-uploader l'ancienne version en espérant que l'ancienne version, on a fait une sauvegarde. Et en plus, dernier problème, on n'a aucun historique des déploiements. On ne sait pas qui a déployé, quand. Parce qu'en fait, c'est manuel. Donc, c'est pas ouf. Au pire, on sait que ces fichiers-là a été mis en ligne ou a été mis à jour telle heure, mais on n'en sait pas plus. Donc, c'est vraiment très limité. Ça marche, encore une fois, c'est très limité. Ce qu'on préfère nous faire, c'est plutôt la deuxième solution. C'est qu'on va déployer en SSH via un outil de versionning. Donc, deuxième solution, on versionne nos projets, par exemple avec Git, bien évidemment, le classique. On peut aussi utiliser SVN, qu'importe. Et on utilise tout simplement Git sur le serveur distant en ligne de commande. Donc comment on fait? Alors on va utiliser le protocole SSH, non plus FTP, mais SSH pour Secure Socket Shell, qui permet de se connecter à un serveur en ligne de commande en tant qu'utilisateur. Un peu comme le FTP, il nous faut aussi un serveur, donc une adresse IP, un port, un user, et un mot de passe, ou alors ce que tu appelles une clé SSH publique ou privée. Bon, ça, je vais pas faire un cours dessus à ce niveau-là, je vous laisse aller voir, mais je pense que comme vous connaissez, sinon c'est pas grave. Allez voir ce que c'est tout simple, ça permet juste de, au lieu d'avoir un mot de passe à chaque fois à remettre, on met une clé sur le serveur distant et une clé en local, ils se reconnaissent et ça marche tout seul. Dans tous les cas, SSH nous permet de nous connecter en ligne de commande. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'une fois sur le serveur, en ligne de commande, je vais sur le dossier et puis je fais git clone. Et c'est fini. Le projet est créé. D'accord? Tout comme vous voulez installer un projet open source sur votre machine, vous prenez le lien du dépôt, vous faites git clone lien du dépôt et c'est fini. Là, c'est pareil. Parce que vous êtes en terminal, en ligne de commande, sur un serveur distant. Donc, git clone, le projet est créé, puis bim boum bam, je fais composer install ou npm install selon les dépendances et c'est fini, c'est installé. Le déploiement est OK. Et pour mettre à jour, c'est encore plus facile. Je revais en ligne de commande, je fais git pull origin main si on dit que c'est sur la branche main, je refais un composer install et un npm install et pas update, rappelez-vous les cours, et c'est fini, j'ai mis à jour mon projet. Le client a un problème, il nous dit mince, il faut venir à la version précédente. Ok, c'est versionné, donc je revais en ligne de commande, et là j'avoue que j'ai oublié la commande de tête, mais on peut refaire de nouveau une commande pour revenir à une version précédente. Donc vous voyez, en SSH avec Git, ça marche extrêmement bien, c'est facile à mettre en ligne. Et c'est facile aussi à modifier. Donc, au final, en FTP ou en SSH, on a juste besoin d'accéder à un serveur. Et rappelez-vous qu'un serveur, c'est juste un PC distant. Et dessus, on veut pouvoir envoyer nos fichiers. Le combo SSH-Git est beaucoup plus rapide et plus pratique que FTP. Pourquoi? Parce que tout se fait sur la connexion Internet du serveur, qui est bien plus rapide que les connexions de particuliers ou d'entreprises classiques. Je reprends l'exemple du freelance qui est au bord de la plage. Eh bien, il faut juste qu'il ait un petit peu Internet pour pouvoir se connecter en ligne de commande sur un serveur. Mais une fois qu'il fera sur le serveur Composer install, c'est pas sa connexion Internet qui va aller chercher les fichiers. C'est la connexion Internet du serveur qui le fait. Donc c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus rapide. Et surtout, on n'est plus dépendant maintenant d'Internet. Avec ça, je peux faire des uploads, des déploiements de partout. Dès que j'ai un tout petit peu Internet, ça me suffit. Alors qu'en FTP, si d'un coup il faut envoyer 10 gigas de fichiers sur un serveur, c'est pas mon téléphone pourri au bord de la plage qui va le faire. Bref, donc une fois en ligne, on met à jour le site en faisant git pull. Contrairement à FTP, on devrait prendre tous nos fichiers, tout re-uploader et espérer qu'il n'y a pas de problème d'écrasement une fois mis en ligne. On peut revenir à d'autres versions facilement, merci le versionning, tout bêtement. Et on isole l'installation du code de l'installation des dépendances. Parce que rappelez-vous que quand on versionne un projet, on ne versionne pas les dépendances. On ne versionne pas le vendor, le non-module et tout ça. On versionne notre projet à nous et on versionne notre package.json, package.lock et notre comment ça s'appelle pour composer, notre composer.lock et le composer.json. Et puis une fois sur le serveur, une fois que ce code-là est installé, npm install, composer install ou autre commande, et c'est fini. Le gestionnaire de dépendance le fait pour nous. Et est-ce que c'est tout? En réalité, c'est déjà pas mal. Si vous faites ça déjà pour votre déploiement, c'est déjà bien. Si vous arrivez à expliquer au jury la différence entre FTP et le combo SSH-Git, vous expliquez en quoi SSH-Git c'est bien meilleur, c'est déjà très très bien. Mais on peut encore aller plus loin avec la mise en place de bonnes pratiques autour de tout cela. Sachant que SSH-Git, c'est une bonne pratique, mais on peut encore en rajouter. D'accord? Parce que même en faisant du SSH-Git, il y a là aussi, il y a le bon déployeur et le mauvais déployeur. Pardon pour le running gag. Quelle bonne pratique de déploiement vous connaissez?
Donc pareil, je vais pas répéter à chaque fois, c'est un moment où je pose des questions aux élèves et je parle un peu avec eux. Là, je laisse vous prendre un petit temps pour réfléchir et moi, je passe à la slide suivante. Ok, première bonne pratique, on utilise différents environnements. Vous avez l'environnement local, c'est-à-dire sur les machines des développeurs. L'environnement de dev, c'est souvent un serveur commun à tous les devs. Mettons que j'ai une team de 5 développeurs, bah, j'aurai 5 environnements locaux, c'est-à-dire les 5 machines des développeurs. Et puis pour qu'ils mettent leur code en commun sur un serveur, on a sûrement une petite machine qu'on va appeler le serveur de dev. Puis on aura aussi un environnement qui s'appellera l'environnement de démo, ou de staging, ou de pré-prod. Ce sera un serveur où le client et les parties prenantes auront accès à la démo, tout simplement, pour tester le produit en ligne. Et puis on aurait encore l'environnement production. Où là, c'est vraiment c'est vraiment l'environnement où tout simplement le site web est en ligne. Donc c'est pour la vraie application web. En tout cas, on aurait 4 environnements. Minimum. Enfin, c'est quand même souvent ça qu'on fait. Encore une fois, environnement de dev, local, dev pour mettre en commun, une pré-prod et une prod. Et bien sûr, chaque environnement a sa propre branche. Au niveau des branches, pour la locale, on aurait sûrement la branche dev ou la branche features si on utilisait la convention Gitflow. Pour l'environnement de dev, de nouveau, on peut faire la branche dev en fonction d'eux. Pour la démo et la staging, on aurait une branche démo, une branche staging, tout bêtement. Et pour la production, alors sûrement qu'on mettrait sur la branche main, ou alors on pourrait peut-être faire la branche 1.0 ou la branche 2.0 selon l'état de notre application. Vous voyez? Donc en tout cas, on aurait plusieurs environnements et on aurait plusieurs branches, une branche pour chaque environnement. Et là, ça devient vraiment intéressant de travailler comme ça. Mais pourquoi? Pareil, je pose des questions, vous répondez, et moi, je vais sur la suite. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que tout est bien rangé et organisé. On peut voir l'état de chaque branche et gérer les différents déploiements. On n'aura pas les mêmes commandes sur une démo que sur une production. Par exemple, on va aussi laisser l'application en mode debug ou non. Sur une démo, on va laisser l'application en mode debug. Sur une production, on va surtout pas laisser l'application en mode debug. Mais surtout, on ne balance jamais une mise à jour sur une production sans l'avoir testée avant. D'accord? On ne met jamais en ligne sans l'avoir testé. Donc d'abord, on teste en local, forcément, c'est-à-dire que votre machine à vous, puis avec le code de l'équipe au complet, donc le fameux environnement de dev, puis sur un serveur de test ou de pré-prod ou de staging, appelez-le comme vous voulez, pour que le client, le chef de projet, votre patron et les parties prenantes puissent tester l'application. Et si tout est validé, alors on mettra sur l'environnement de production, c'est-à-dire là où le site est en ligne. On vérifie. On vérifie que tout fonctionne avant d'aller en production. Bon, on pourrait dire que juste l'environnement de dev, ça suffirait. Pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à placer une staging démo avant? C'est vrai, si on a testé en local que tout marche, ça marchera aussi en prod, non? En fait, souvent, l'environnement de dev il reste en local dans l'équipe. Alors que déployer le serveur en staging, en pré-prod ou en test comme vous voulez, permet aussi de vérifier que le serveur est prêt, au niveau des langages, au niveau des services et des versions. Je m'explique. Vous avez travaillé pendant 1 an sur une application avec vos développeurs. Forcément, vous avez mis à jour vos versions de PHP ou de Python ou je ne sais pas de quel langage. Vous avez mis à jour votre version de NPM, de ceci et de cela. Donc tout va bien. Et puis vous faites le gros test sur la version dev, tout marche bien. Maintenant, vous voulez mettre en ligne sur la production. Et ça se trouve, depuis 1 an, le serveur de production n'est peut-être pas à jour, lui. Donc, en fait, on va d'abord mettre à jour sur une pré-prod. Et le pré-prod, c'est un serveur qui doit être ISO. Il doit ressembler le plus possible, si ce n'est le même que le serveur de production. Comme ça, on simule la mise en ligne sur un serveur de test. Et s'il n'y a eu aucun problème, qu'il n'y a pas eu de problème de mince, on n'a pas mis à jour tel composant ou telle librairie, et dans ce cas-là, il y aura de fortes chances qu'il n'y aura aucun problème non plus sur la prod. D'où le fait qu'on fait une pré-prod, encore une fois, pour que le client puisse tester et les parties prenantes, mais aussi pour que nous, on puisse simuler une mise à jour sur le serveur. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va changer? La version de Composer, la version de PHP, la version de PHP-INI, la version de Python, la version de ceci et de cela. Donc, on vérifie tout ce contexte avant. Autre bonne pratique, ça vous devez la citer à votre jury, c'est tout ce qui concerne l'intégration continue, donc IC. On a vu qu'on check bien tous les différents environnements, c'est très bien, mais on peut encore rajouter une bonne pratique, donc l'intégration continue. Alors on l'a vu sur le projet, donc vous l'avez vu avec mes élèves en gestion de projet, mais en gros,
C'est quoi intégration continue? On va faire passer une batterie de tests qui doivent tous passer avant de mettre en production. Et ces tests sont obligatoires, on va les automatiser. Donc souvent, on va avoir différentes branches, la branche de dev encore une fois, la branche staging, et puis avant la branche production. Souvent, ce que font les entreprises, c'est qu'il va falloir faire une pull request. On va demander, le développeur qui veut mettre à jour la production, il va demander à merger son code sur cette branche-là. Et en fait, avant toute chose, avant que ce soit validé, on va mettre en place un système qui automatiquement va lancer des tests. Et si un test ne passe pas, même si 1000 passent, mais si un test ne passe pas, la merge request est refusée par défaut. Comme ça, en fait, en faisant ça, on est sûr que jamais on mettra en ligne une version sur la production qui peut faire bugger l'application. On évite la régression. Donc en gros, intégration continue, c'est qu'on essaie de tester le plus possible notre application de manière codée, donc automatisée avec des outils, et puis on va forcer ce passage des tests avant de mettre en production, avec la règle que si un test ne passe pas, on interdit la mise en ligne. Exemple de tests qu'on peut faire, forcément des tests unitaires, des tests fonctionnels. Vous savez, c'est quand on teste du code. Par exemple, vous faites une fonction somme qui prend paramètres A et B et qui doit faire retourner la somme de A et B. On va tester en balançant 2 et 2 qu'on est 4, en balançant 0 et 0 qu'on est bien 0, en balançant moins 2 et 2 qu'on est bien 0. Et puis on va un petit peu aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on passe si on fait somme et on passe nul et 2, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit que nul c'est 0? Est-ce qu'on lève une erreur? Bref. En gros, on va tester un petit peu toutes les choses un peu bizarres sur une fonction. C'est ce qu'on appelle un test unitaire. Fonctionnel, c'est pareil, sauf qu'un test fonctionnel, c'est un test qui dépend d'autres bouts de code. Donc on peut pas isoler de manière unique le code, c'est tout. Mais bon, on va pas aller trop dans le détail, c'est pas le but de cette petite vidéo. Autre type de test, c'est aussi les tests qu'on appelle les tests d'intégration. Donc c'est aussi des tests qu'on appelle des tests end-to-end. En gros, sur le clavier, je veux me connecter, je vais sur la page /login, je mets tel email, je mets tel mot de passe, j'appuie sur le bouton me connecter, est-ce que j'ai bien le message bonjour Thibaut ou non email refusé, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle des tests end-to-end. On va d'un point A à un point B. C'est là où on a les plans de tests. Je vous ai fait des cours là-dessus quand on parle justement des tests au niveau de la 3e CCP, si je me trompe pas. On peut aussi faire des tests sur la qualité du code via des outils qui font des audits. Par exemple, il y a des outils qui vont scanner votre code et mettre une note. Et nous, on peut dire, on veut que notre code ait au moins, d'après tel outil, une note de 80 sur 100. Donc si un développeur veut mettre en ligne une nouvelle version, que tous les tests passent unitaires, fonctionnels, end-to-end, mais que la qualité passe de 85% à 78%, c'est refusé. La merge request est refusée et le développeur recevra un rapport qui lui dira non, ton code n'est pas assez joli parce que ça, parce que si, parce que ça. Il devra améliorer son code pour qu'il soit accepté. Donc c'est une très bonne pratique à faire pour être sûr qu'on met jamais de code non seulement qui bug, mais en plus qu'on garde du code assez propre. Maintenant, toujours avec l'intégration continue, on va aller voir l'intérêt des branches. Donc on parle de branches, on parle de Git, on parle d'environnement, on parle d'IC. Vous pouvez déjà remarquer que tout se marie très très bien. Donc grâce aux branches, on peut facilement intervenir grâce aux hooks. Donc les hooks, c'est quoi? Les hooks, ce sont des actions qui se déclenchent après telle ou telle action. Oui, c'est ça. Et donc on peut intervenir, par exemple, juste avant un merge, de la staging à la production. Et grâce à ça, on peut lancer, comme je vous disais, différents outils. Donc si les tests ne passent pas, la pull request est refusée automatiquement. D'accord? Donc avec ça, c'est impossible de mettre en ligne un code qui bug, dont on a conscience. Après, il peut peut-être avoir des bugs qu'on n'a pas testés, mais on peut pas mettre en ligne une version de l'application où un test passe en rouge. Encore faut-il tester l'application et bien les écrire. Ça, c'est encore autre chose. Maintenant, au niveau du gestionnaire de dépendance, quelles sont les bonnes pratiques? Alors, à votre avis, sur un serveur de production, est-ce qu'on fait plutôt composer install ou composer update? Donc, composer, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gestionnaire de dépendance pour PHP, comme NPM pour JavaScript. D'accord? Donc, c'est le même principe. Donc, à votre avis, est-ce qu'on fait composer install ou composer update? Et c'est pareil pour NPM. Est-ce qu'on fait NPM install ou NPM update? Comme d'hab, là, je vous laisse un petit peu réfléchir à quelle serait la différence entre les deux. Et moi, je donne la réponse. Donc, on ferait un update en local et un install en production. Pourquoi? Update en local, c'est parce que l'update va mettre à jour des packages depuis le fichier .json. Donc, potentiellement, il va peut-être changer des versions.
Puis après, il va générer un fichier .log avec toutes les versions fixées. Alors que npm ou composer install, lui, il va lire le fichier .log et il va installer bêtement et simplement les versions qui ont été générées avant. Donc, on ne tente pas de faire évoluer nos dépendances sous la production, parce que sinon, ça ne serait pas testé. Donc, je le redis, en local, on fait un update, histoire d'être sûr que nos dépendances sont à jour, mais sur le serveur en production, on fait que install, pour être sûr qu'on installe seulement les dépendances qui ont été testées dans les versions locales grâce au composer update qui a créé un fichier .log. D'accord? Encore une fois, c'est pareil pour composer, pour npm, c'est le même fonctionnement. Donc là aussi, c'est intéressant au jury de parler de ça. Vous avez fait update en local et install en production. Du moins, quand vous parlez de ce sujet de déploiement, ça c'est une bonne pratique. C'est un bon point à préciser. Maintenant, encore un autre outil, ou du moins une autre chose dans tout ce jargon, dans tout ce monde du déploiement, c'est aussi de faire des commandes automatisées. Donc souvent, quand on prépare un déploiement, on veut enchaîner une liste de commandes. On veut aller en SSH, on veut aller sur le bon dossier, on veut aller mettre à jour le code via Git, on veut gérer les dépendances, composer install, npm install, on veut lancer les migrations, on veut vider le cache, on veut faire ceci, on veut faire cela. Bref, plus que c'est répétitif et classique, alors on va l'automatiser par un script. On a plein d'outils pour faire cela. Par exemple, GitHub propose les actions. Donc c'est des déclencheurs qui permettent on peut dire, bah tiens, quand telle branche est mise à jour, alors je vais lancer telle action sur le serveur. Et puis là, on code un truc qui fait que je vais sur tel serveur, sur tel dossier, ceci, cela. Laravel, alors je parle de Laravel parce que je forme mes élèves sur Laravel, qui est un framework PHP. Laravel lui propose Envoy, qui est un très bon outil pour lancer des scripts tout faits. On va définir des serveurs sur ce script-là, et puis on va définir différents scripts. Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Donc, ici, là, dans mon code, j'ai défini un serveur que je l'ai appelé staging, et après j'ai mis l'adresse. Donc voilà, j'ai barré forcément. Même si le serveur n'existe plus, c'était un vieux client. Et puis l'autre serveur, je l'ai appelé live, et j'ai aussi mis un autre accès. Donc vous voyez là, j'ai deux serveurs. J'ai le serveur de staging, vous pouvez aussi appeler ça, pré-prod ou test, et j'ai le serveur de live, qu'on peut dire c'est le serveur de production. Ok, maintenant que j'ai mes serveurs, du moins que j'ai défini les serveurs, je vais pouvoir définir des scripts qui vont aller sur ces serveurs-là. Slide suivante sera plus simple. Ok, donc là, par exemple, vous avez vu, je peux faire @task. Je peux, donc j'ai créé une tâche qui s'appelle staging complete. Elle va aller où? On staging, elle va donc se mettre sur le serveur staging. Donc là, ma tâche s'appelle staging complete. Elle va se lancer sur le serveur staging, dont j'ai mis les accès juste avant. Ok, qu'est-ce que je fais? CD, c'est pour aller sur le bon dossier. En Laravel, on fait artisan done, c'est pour passer le site en mode off. Git reset, git pull, on fait tout ce truc-là. Donc on met à jour Git, on met à jour le repo. On va faire un composer update. On va faire un dump auto-load. On va lancer les migrations pour la base de données. On va lancer des seeders, c'est un truc de Laravel pour créer des jeux d'essai. On va faire npm install pour mettre à jour npm tout bêtement. Et puis après, on va vider la configuration, on va vider le cache, on va faire différentes choses. Optimize, c'est spécial de Laravel. On remet le site en ligne. Et puis QRestart, c'est un truc aussi spécial de Laravel. Ok. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Par exemple, c'est que la staging complète, donc là c'était pour on faisait une démo complète. On voulait que quand on faisait cette tâche de déploiement, je voulais avec mon associé que tout le site soit remis à zéro. D'accord? C'était vraiment une démo et nos seeders, comme ça on pouvait créer plein de données dessus. Peut-être des fois aussi on voulait juste mettre à jour en ligne la version démo sans pour autant tout écraser en base de données. Donc on a fait une deuxième tâche qu'on appelait staging simple. Donc on comparait staging complete, staging simple, qui va aller sur le serveur de staging. Là pareil, on va sur le dossier, artisan done, on met à jour Git, on met à jour npm, on met à jour composer, on fait rien du tout en base de données. Tout à l'heure on faisait migrate, refresh, tout ça pour mettre la base de données, là c'est pas le cas, et c'est fini. Donc la deuxième tâche. Troisième tâche, on a la tâche qu'on a appelée live, qui peut juste mettre à jour en ligne tout bêtement la vraie version. Donc de nouveau, je l'appelle live, je dis qu'elle sera sur le serveur live, donc le serveur de production. Et pareil, CD pour aller sur le bon dossier, artisan done, je mets à jour Git, je mets à jour composer, composer install toujours, vous avez vu, je refais de la migration, mais pourtant je vais pas casser la base de données, je vais juste lancer la migration, c'est une dernière fois, etc., etc. Bref, en tout, vous avez vu que rapidement, pour ce client-là, moi, à l'époque, j'ai besoin de 3 tâches. Une tâche pour mettre à jour
le serveur de démo de manière complète, tout écraser et tout refaire depuis zéro en termes de base de données, une tâche pour mettre à jour la démo mais en gardant les données, et une tâche pour mettre à jour la production. Bon, bah, au lieu de répéter à chaque fois ces commandes-là, je les ai listées et après j'appelle les tâches. Donc, je vais montrer pour la Laravel, ça s'appelle Envoy, parce qu'encore une fois, je montre la Laravel à mes élèves. Mais GitHub Action va faire ça, et puis qu'importe, Django ou Symfony ou autre framework, ils ont tous leurs outils pour faire ce genre de choses. En tout cas, retenez que la bonne pratique, c'est d'écrire nos scripts de déploiement pour ne pas avoir à refaire à chaque fois nos 20 actions à la suite. D'accord? Conclusion. Donc, on privilégie le déploiement via SSH et Git. On utilise différents environnements, local, dev, staging, production. On utilise différentes branches qui seront connectées à nos environnements. Et idéalement, on met en place des pratiques d'intégration continue avec des tests automatisés. On peut aussi rajouter, Docker au niveau de vos serveurs. Avec ça, donc, vous avez un bon déploiement. On peut toujours aller beaucoup plus loin. Mais déjà, avec les 3 premiers points, c'est du bon travail qui a fait ses preuves. Et donc là, c'est une dernière slide à ce niveau-là, c'est pour mes élèves, mais je la mets aussi si jamais. Si vous voulez mettre votre site web en ligne, moi je vous recommande O2Switch. Que ce soit OVH ou machin, ou bidule, on s'en fiche, hein, et puis je suis pas partenaire de cette plateforme, mais je trouve qu'elle est bien. Il y a une seule offre pour tous. Je crois que c'est 5 € par mois. Et voilà, elle marche bien. Mais sinon, en général, quand on choisit un serveur, il faut juste vérifier que vous avez la bonne version du langage, PHP, Ruby, Java. C'est dommage de prendre un serveur qui n'est pas à jour par rapport à votre langage. Il faut vérifier que vous avez bien un accès SSH. C'est pas forcément le cas de tous les serveurs. Surtout quand on prend un serveur un peu mutualisé, pas cher. Hein. Quand on prend dédié, forcément là. Mais quand on prend du pas cher, on n'est pas sûr d'avoir du SSH. Il faut aussi vérifier que vous pouvez aussi installer Composer, NPM, Node et tout ce truc-là. Si c'est pas le cas, vous aurez du mal. Et il faut aussi vérifier que vous pouvez utiliser Git. D'accord? Donc voilà. Pensez juste à ça. Quand on prend un serveur, oui, d'accord, on va vérifier les coûts, on va vérifier est-ce qu'il a l'air d'avoir la puissance pour votre application, mais on vérifie aussi que vous avez tous les différents outils ou surtout différents accès et droits d'écriture pour votre serveur. Et voilà qui conclut ce court 27 minutes sur le déploiement. J'espère que ça ira pour vous. Voilà, encore une fois, c'est un cours un peu spécial, je vous donne parce que ça peut vous aider, je pense, au cas où vous n'avez jamais fait de déploiement ni en cours, ni en formation. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce cours-là. Et puis je verrai, peut-être au pire, créer un cours dédié pour ça, ou de A à Z, je prends une application et je la mets en ligne avec vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup.